pourquoi vous ne receviez pas de colis de nourriture? Est-ce que je t'attends? Pourquoi vous ne receviez pas de colis de nourriture? Parce qu'on est, je ne recevais ni colis, parce que j'étais une déportée narcosévère, tu es brouillard. Il y en avait qui recevaient des colis, mais nous, moi non, puisque j'étais une femme LLV brouillard disparue. Ni lettre ni colis. Mais est-ce que vous partagez? Est-ce que des amis recevaient des colis? Est-ce qu'ils les partageaient avec vous? Bien sûr. Il y en avait qui recevaient des colis et on partageait entre nous. Mais pas collectivement, parce que j'ai reçu quelque chose, avec quelques petits groupes d'amis proches. Vous savez, les colis étaient souvent pillés d'abord à l'arrivée par les SS. Ce que nous arrivait encore, on le partageait avec les proches, avec les amis. Pas collectivement, parce que c'était pas grand-chose. Je m'appelle Lénie et je voudrais savoir est-ce que le comportement des détenus à Ravensbrück qui changeait par rapport aux conditions de vie difficiles? Est-ce que les comportements... Est-ce que les conditions de vie difficiles faisaient changer le comportement des détenus? Est-ce que ça a affecté le comportement des détenus? Les conditions de vie ont-elles changé le... Ben, de toute façon, il faut une certaine adaptation, oui. C'est-à-dire qu'on devient de plus en plus rusé. On apprend à mentir, à cacher. Vous voyez, alors il fallait ruser face au SS, qui guettait tout ce qu'on pouvait. Nous, on appelait organiser, c'est voler ce qui appartenait au SS à notre profit. Alors, je vais vous raconter une belle histoire d'une de nos camarades, Bérangère, on l'appelait au camp, d'Anzimètre. Elle était médecin à Annemasse. Et elle a été affectée avec un groupe de nos camarades à un déchargement des wagons. Qu'est-ce que c'est que ces wagons? Eh bien, les SS, etc., avaient pillé dans les familles et ramené au camp des trains avec, dedans, il y avait toutes sortes de choses. Par exemple, il pouvait y avoir du linge, mais aussi bien de l'argenterie, n'importe quoi, ce qu'ils pillaient. Et notre camarade médecin et un groupe d'aide sont chargés de décharger ce train, trier et mettre dans une baraque pour les réserves des SS. Mais voilà, elles sont astucieuses et de temps en temps, il y a des wagons avec des pulls verts. Oh là, ça c'est... Il faut pour nous récupérer les pulls verts. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir ramener les pulls verts au camp? Alors il faut vous dire que les femmes qui recevaient des colis avaient des pulls verts dedans, des fois, mais pour porter des vêtements civils, il fallait une grande croix de peinture dans le dos. Parce qu'à la fin du camp, il n'y a plus assez d'uniformes pour tout le monde. Et il y a des femmes qui sont habillées avec des vêtements civils, mais pour qu'elles ne s'évadent pas, avec une grande croix de peinture dans le dos. Alors elles trouvent ces pulls verts, elles ont trouvé un petit pot de peinture qu'elles cachent, et puis il y en a une qui fait le guet, et elle prend un pull vert et elle met une croix de peinture dans le dos. Et puis elle met le pull vert sous sa robe. Et il y en a toute une série qui sont partis le matin quasiment nus sous leur robe. Et nous ont ramené des pulls verts. Moi j'ai eu un pull vert comme ça. Alors avec la croix de peinture, et alors comme les SS fouillaient le commandant qui rentrait, il voyait un pull vert, il dit « Ah oui, mais c'est une carte sous les colis qui m'a donné un pull vert. » C'est comme ça comment s'organiser pour ruser. Voilà. Et grâce à ça, c'était formidable. Alors là, je vous parle des pulls verts. Moi, j'ai eu un pull vert. Mais, autre chose, un jour, elle trouve une boîte de médicaments. Très précieux. Elle est médecin, elle connaît. Et elle voit des ampoules de cardiazole. Le cardiazole, c'est un tonique pour le cœur. Formidable, dit-elle, si je pouvais ramener ça au camp pour nos camarades malades. Parce que c'était un peu hors du camp, mais il revenait tous les soirs. Bon. Alors d'abord, elle enterre la boîte dans le sable, parce que c'était derrière le camp, ça se trie dans le sable. Comment ramener les ampoules? Il faut vous dire que dans la baraque, il y avait des femmes plus âgées qui étaient chargées de tricoter des espèces de bancs. Alors on leur demande de garder de la laine et de tricoter des petites soquettes, vous savez, des petites chaussettes courtes comme ça. Et dans les côtes des soquettes, elles coulent les côtes, et elles ont caché les ampoules dans les côtes des soquettes. Alors quand elles revenaient, les gens l'ont fouillé comme ça, ils n'ont pas eu l'idée de regarder les pieds, et elles ont ramené les ampoules de cardiazole comme ça, qui ont été données à nos camarades, le cœur fatigué. Ça a été efficace, ça a bien aidé. Vous
Vous voyez comment on s'organisait, mais tout était ruse. Et nous, c'était organisé, c'est trompé, c'est nous, à notre profit contre les SS. Ces actions-là ont été remarquables. Je voudrais savoir comment étaient organisées les fouilles dans le camp aussi. Comment étaient organiser les fouilles? Comment se passaient les fouilles dans le camp? Ah ben les fouilles dans le camp, quand on faisait du travail, par exemple. Eh ben, ils enlevaient la robe, ils fouillaient tout, ils nous tentaient. Comme ça, pour voir si on n'avait pas quelque chose dans les... À chaque qu'il y avait des commandos extérieurs de travail, ils étaient fouillés au retour. Tout était tenté, tout était fouillé. C'était pas évident, quand on voulait cacher quelque chose. Et puis alors, en plus de ça, de temps en temps, il y avait ce qu'on appelait la désinfection, parce qu'on avait beaucoup de poux. Et les SS d'écart, il faut désinfecter une baraque. Alors, ils groupent toutes les femmes d'un côté, les baraques étaient souvent symétriques. Et les groupes, ils prennent les vêtements et les mettent nus, ils fouillent, et puis ils les induisent, parce qu'on a aussi des parasites, ils nous induisent une espèce de pommade jaune pour désinfecter, et on attend, et puis tous les vêtements, tout ça, sont emmenés à soi-disant la désinfection. Et nous, on a attendu, et ça s'est passé, je me souviens d'une fouille en hiver. Il nous fait passer de l'autre côté, et comme toute la baraque, les paillasses, tout ça doit être désinfecté, il nous faut sortir et nous mettre dans une autre baraque qui a précédé. Et puis, il peut faire beau être en dehors, on sort là, il y a juste une chemise pour passer dans l'autre baraque. Alors tout est fouillé, etc. Et il y en avait qui avaient caché des petits objets précieux, tout ça disparaît. Et la désinfection, c'était... D'ailleurs, l'infirmière en chef a déclaré, la désinfection marche très bien. Il y a beaucoup de peaux qui survivent, mais beaucoup de déportés en meurent. La désinfection. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des personnes dans le camp qui vous ont plus marqué que d'autres? Des personnes dans le camp qui vous ont plus marqué que d'autres? Des personnes dans le camp dont vous avez un souvenir plus fort que d'autres? Ben, j'en ai une série de mes camarades que j'ai beaucoup aimé. Alors dans la baraque NN, j'ai connu Germaine Guillon, Marie-Claude Vaillant-Couturier. Alors Marie-Claude Vaillant-Couturier, c'était une députée communiste que j'avais aperçue quand j'étais à la prison de la Santé. Et puis après, elle était déportée d'abord à Auschwitz, et puis elle revient sur Ravensbrück. Et alors, elle était la secrétaire d'un bloc de malades, avec une femme, Nikiforova, une médecin soviétique. Et elle était dans une baraque où il y avait des choses atroces, parce que dans cette baraque, il y avait des tuberculeuses et des folles. Une baraque de malades. Et alors, de temps en temps, comme il y avait une chambre à gaz à la fin, il y avait un petit camion. Et quand elles entendaient le camion qui venait chercher pour la chambre à gaz, alors la médecin soviétique, un jour, elle lui dit « Oh Marie-Claude, j'en peux plus, je peux plus entendre ça, je vais me coucher sur ma PS. » Marie-Claude était dure, lui prend la main et lui dit « Non, viens, il faut que tu vois pour pouvoir témoigner par la suite. » Marie-Claude était une femme très énergique. Et alors d'ailleurs, à la fin, quand le camp a été libéré, elle était restée, alors que la Croix-Rouge suédoise commençait à libérer le camp, elle est restée parce qu'elle avait la chance de parler un peu le russe. Quand les soldats russes sont arrivés parce qu'il y avait des malades qui ne pouvaient plus se déplacer, elle était jusqu'au bout. Elle n'a pas été rapatriée, comme on lui disait, tu veux rentrer chez toi. Non, je m'occupais de mes camarades jusqu'au bout. Marie-Claude, et d'autres. Alors il y a aussi une chose, je vous parlais de la chorale. La chorale était menée par une fille qu'on appelait Marianne Racine. Et elle avait un don en musique, elle nous réunissait et elle savait nous faire chanter. Alors on chantait un peu, puis arrive une fameuse cesse, on se sépare. Mais elle avait une espèce de dynamique pour nous entraîner. Mais malheureusement, Marianne, alors, elle était à Matanzelle avec notre groupe, et elle a été tuée dans le bombardement avec plusieurs de la chorale. Alors, en vérité, on a appris, est-ce que les Allemands l'ont jamais... En vérité, elle s'appelait Mila, cette fille était juive et nous n'a jamais su qu'elle était juive. Elle a été arrêtée comme résistante, et elle faisait passer des enfants juifs en Suisse.
Et celle-là a été tuée. J'ai des camarades, par exemple, quand j'étais à la santé, il y a une femme que j'ai beaucoup admirée. Elle était voisine de la cellule. On le faisait au secret, on ne se voyait pas. Mais on parlait par le trou, par les WC. Il y a une communication comme ça, parce qu'on n'avait pas chasse d'eau ni rien. Et elle s'appelait France Bloch. Alors cette femme, elle était chimiste, elle avait fabriqué des explosifs pour faire sauter les trains d'armement. Pour un groupe de rock résistants qui s'appelle le groupe de Raymond Lestrand, qui ont été exécutés d'ailleurs après au Mont-Valérien. Alors donc elle était classée par les SS terroristes. En plus elle était juive, elle était communiste. Pour les Allemands tout le pays. Et alors il y a eu un jour le procès du groupe de Ronson. Elle était la seule femme. Et alors par mon petit directeur dans la porte de ma cellule, je les ai vus passer. Ils étaient nombreux, hein. Ils étaient enchaînés, ils ont été au dehors, dans un procès, la maison de chimie, c'était des grands procès connus. Et puis quand ils sont revenus quelques jours après, ils nous disent, on est condamnés à mort. Et là, toute la galerie a chanté la Marseillaise. Ces souvenirs-là, pour moi, c'est très très fort, parce qu'on chantait pour nos camarades qui allaient mourir. Hein. Et beaucoup de ces gens-là, je ne sais pas si vous avez jamais visité le Mont-Valérien, la carrière des fusillés. Ils ont jamais été? Je crois pas, non. C'est pas vraiment dans le secteur. Vous connaissez, non? Quelqu'un a visité le Mont-Valérien? Ça vaut le coup de voir la carrière des fusillés. C'est un souvenir. Il y a une énorme cloche, il y a plus de 1000 noms de gens qui ont été fusillés là. Et de ces noms, beaucoup, je les connais, la première de la santé. Puisque dans cette galerie, c'était là où il y avait des otages qu'on avait avant. Voilà. Et alors, j'avais dit à la femme, à France Bloch, elle m'a dit, nous, on est généreux, on n'exécute pas les femmes. Et si vous voyez par exemple le poème d'Aragon, l'affiche rouge, qui correspond à une liste de fusillés, main-d'œuvre immigrés étrangère, les MOI, vous connaissez l'affiche rouge et tout ça? Je ne sais pas si... Leur programme, donc oui, ils connaîtront mieux l'année prochaine. Enfin bref, vous voyez ça. Vous allez le faire cette année? On va le faire cette année. Et il n'y a que des hommes. Et quand il y avait des femmes dessus, ils ne les mettent pas. Ça ne fait pas bien, ils parlent un peu bien à chaque fois. Et alors, il avait dit à la femme, on est généreux, on n'exécute pas les femmes. Elle me disait, les charges contre moi, c'est si lourd, j'aurais préféré être fusillée avec mes camarades. Et elle a été déportée, et vous savez ce que faisaient les femmes? Ils les guillotinaient. Elle a été guillotinée à Hambourg. Et actuellement, les Allemands ont une plaque sur cette prison en souvenir de France. Et alors, France, son mari est tombé dans les luttes des maquis. Elle avait un petit garçon de 3 ans, le petit Roland caché. Et le petit Roland était caché, sauvé. Et maintenant, je revois le petit Roland pour parler de sa mère, sur ces actions-là, des actions clandestines, etc. Je suis au contact avec ces gens-là. Et Roland Serrazin, maintenant, lui-même fait des réunions, etc. Le fils qui a été caché. Donc, je vous parle de ces gens extraordinaires. Une question? Je m'appelle Maxime, je voulais savoir ce que vous ressentiez quand vous entendiez la sirène des appels. Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous entendiez la sirène de l'appel? Et comment se passait un appel, en fait, dans le camp? Bon, c'était tous les jours, rien de particulier. On se précipitait pour sortir. C'était tout le temps, la sirène de l'appel, tous les matins. Alors, il se pouvait avec d'autres sirènes parfois, quand il y avait des alertes aériennes. Alors, les Allemands criaient flics, alarme, c'est-à-dire, alarme, on rentrait dans la baraque. Enfin, la sirène de l'appel, c'était tous les matins à recommencer. Rien de particulier, je me sentais, c'était la routine. Est-ce que vous pouvez peut-être leur décrire comment ça se passait un appel, parce que ça, ils ne savent pas exactement. Alors, le matin, donc on se lève à 3h20. Là, on se précipite, il y a quelques robinets, mais on n'a pas de savon, rien. On n'a pas le temps de se laver derrière. Et puis, on nous distribue un quart de quelque chose baptisé du café, qui n'est pas du vrai café, sans rien à manger. Et puis on sort pour être compté. Et puis là, on est immobile 1 heure, 2 heures, pour que toute la baraque soit comptée. Il y a souvent des erreurs, etc. Il faut que tout le camp soit compté. Ça peut durer 1 heure, 2 heures, quand il y a des erreurs. Chaque baraque remonte sa liste, et puis la totalité au fait au chaud. Il faut qu'on retrouve la liste totale. Et puis deuxième coup de sirène, c'est fini, on va partir travailler. Ça, c'est la routine.
C'est la routine, dans la sirène, c'est tout, un point. Ça se passe tous les matins pareil. Cassandra, peut-être. Quand vous ne vous présentiez pas à l'appel, il se passait quoi? Quand vous ne vous présentiez pas à l'appel, il se passait quoi? Mais il n'était pas question de ne pas se présenter à l'appel. Il n'était pas question de ne pas se présenter à l'appel. Tout le monde était là, et s'il en manquait une, on la recherchait. Et il est arrivé une ou deux fois qu'une reste endormie, il lâche le chien pour la retrouver. Pas question de monter à l'appel, de ne pas aller à l'appel. C'est évident. Il fallait qu'on soit tous présents. S'il me manquait, on la recherchait, on allait la rechercher. En fait, on m'a parlé de prostituées. J'ai pas compris. Ah, les prostituées. Alors, il y a deux choses. D'une part, parmi les triangles noirs les plus du camp, il y en avait qui étaient raflés pour être des voleuses, des criminels, voire des prostituées qui n'étaient pas en règle par rapport aux maisons closes, etc. Ça c'était, mais dans le camp, elle n'était pas prostituée dans le camp. Il n'y avait pas de prostitution dans le camp. Alors, la prostitution, comment ça marchait au camp? Eh bien, en général, quand une femme arrivait, le SS demandait s'il y avait des volontaires pour quelque chose qu'ils appelaient le pouf. Le pouf, c'est une maison de prostitution. À l'époque, on appelait ça le bordel. Mais j'ai connu aucune triangle rouge, aucune résistance politique qui soit forcée d'y aller à se prostituer. Bon, alors, parce qu'il y avait, je vous ai parlé des triangles verts ou noirs. Les voleuses, parmi les noirs, il y avait des prostituées, des irrégulières, etc. Ou des triangles verts, des voleuses et criminels. Et celles-là, elles étaient les premières à accepter d'aller dans les maisons de prostitution. Parce qu'on leur disait, là vous serez au chaud, avec des vêtements chauds, vous avez la même soupe que les SS, là il suffisait, vous avez tant de rapports par jour. Alors il y avait des maisons pour les SS, mais aussi dans les camps d'hommes, pour les responsables du camp qui écouaient des capots, justement. Et les hommes avaient droit à un bon pour avoir des rapports. Comme on a un bon pour une soupe meilleure, bon pour ceci, bon pour des rapports. Mais dans le camp, j'ai connu aucune prostitution de femmes résistantes qui étaient forcées. Alors là, on dit oui, mais dans la vie quotidienne, il y en a qui travaillaient dans les bureaux, qui étaient au contact avec les SS. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas des rapports entre les SS et les femmes des bureaux? Alors là, autre chose, d'abord, les SS avaient une interdiction absolue d'avoir du rapport sexuel avec les déportés du camp. Sauf celle qui est choisie pour aller dans les maisons spécialisées. Et alors, j'ajouterais une chose, oui, mais la spontanéité dans la vie courante, est-ce que ça se passait pas? Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est que les déportés moyennes du camp étaient maigres, squelettiques, elles avaient des plis, elles avaient des poux sur elles, elles avaient de la gale, elles avaient souvent les cheveux rasés, et vraiment, ce n'était pas une tentation pour les SS, j'ajoute quelquefois. Elles n'étaient pas désirables. Je n'ai pas connu des viols comme ça parce que, je veux dire, on était quasiment repoussants de l'égard de maladies, etc. Les SS avaient interdiction d'avoir des rapports pour les maladies, et puis ils ne s'étaient pas tentés vu l'aspect qu'on avait. Vous étiez combien par comment ça s'appelle? Par baraque? Ouais. Il y avait des baraques de 500, il y avait des baraques de 1000. Entassées. Et alors à la fin, c'était entassé. Et à la fin, sur chaque paillasse, on a été assez vite 3. C'était serré comme tout. Il y avait plus de place, ils arrêtaient les gens. Et en particulier, alors quand ils ont refoulé Auschwitz et les camps de l'Est, quand les soviétiques avançaient, les gens américains de l'autre, Ravensbrück était très central. On a été surpeuplés. Et alors c'est là qu'ils ont organisé des convois sur Bergen-Belsen, etc. Et que nous, on est partis comme Mauthausen. À ce moment-là, le camp était surpeuplé. On était entassés complètement.